Régis Le Sommier, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur adjoint de Paris Match, grand reporter aussi. Vous êtes l'un des très rares journalistes à avoir rencontré Bachar el-Assad en tête-à-tête. Ça, on va y revenir. Vous le racontez dans votre livre Assad, qui sort demain aux éditions La Martinière. Quand peut-on imaginer la fin de la guerre en Syrie ? Là, je pense qu'il ne faut pas être devin pour voir qu'il ne reste, à mon sens, que quelques mois, vu des rapports de force et puis surtout de la progression que vous évoquiez dans la province d'Idlib et au sud de Alep de l'armée syrienne. Aujourd'hui, cette poche rebelle qui était la plus grande, qui faisait à peu près un territoire comme le Calvados environ, et qui, la taille du Calvados, disons, avec 3 millions de personnes à l'intérieur, cette poche, elle a été coupée en deux et presque en trois parties. Les forces syriennes sont à 1 kilomètre à peine d'une des bases principales qu'ils souhaitent reconquérir. Il n'y a plus de possibilité pour les rebelles de s'accrocher au terrain dans cette zone-là. Ce qui ne veut pas dire que la guerre est terminée là-bas. La ville d'Idlib va être solidement défendue sans doute, mais globalement, on peut s'estimer à quelques mois la fin de cette guerre. Emmanuel Macron a évoqué février pour la fin de la guerre contre l'État islamique. Mais ce sera plus de temps là, parce voilà, qu'il faut... c'est plus vers l'Est. Il reste encore quelques poches sur le territoire syrien, mais pour le reste de la guerre, 6 mois, pas plus. C'est en février 2011, en tout cas, que débutait le soulèvement contre le président syrien. Et Bachar el-Assad, il est toujours là, lui. Donc on peut dire qu'il a gagné la guerre, de son point de vue ? On peut dire que de son point de vue, évidemment, il a redressé une situation qui, pour lui, était désespérée. Moi, à l'époque où je l'ai rencontré, c'est-à-dire en novembre 2014 et en juin 2015, j'ai eu 2 entretiens avec lui. C'était des entretiens, à l'époque, on était dans Damas, il ne se passait pas 10 minutes sans un coup de feu, une explosion. Les rebelles étaient aux portes de la ville, contrôlaient certains quartiers, ils en contrôlent toujours. Et on imaginait la chute de Bachar el-Assad, et puis en fait, il est toujours là. Oui, c'était une possibilité. Ce qui est intéressant, et moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, justement, c'est d'essayer de comprendre comment quelqu'un à qui on donnait quelques semaines au début de la guerre, en mars 2011, non seulement est toujours là, mais a gagné la guerre. Et mieux que ça, j'allais dire, puisque Emmanuel Macron dit qu'il va falloir discuter avec lui, ce qui était inimaginable il y a quelques mois, puisque ses prédécesseurs disaient surtout pas parler avec Bachar el-Assad. Je crois que c'est avec ses prédécesseurs, on était tombé dans une espèce de fantasmagorie d'une Syrie rêvée. Enfin, on était dans une Syrie rêvée. On imaginait toujours l'opposition comme étant faite de rebelles modérés. Depuis longtemps, la plupart des groupes dominants étaient des islamistes ou des groupes djihadistes. Aujourd'hui, on accepte cette réalité. Mais on a voulu longtemps croire à une fiction, y compris nos ministres des Affaires étrangères, je pense à la déclaration de Laurent Fabius à certaines époques, qu'il restait des rebelles capables de proposer une alternative démocratique. Alors cette démocratie, on n'a jamais été capable de la mettre en forme. Et puis les rebelles, ils ont disparu du paysage. Les rebelles sont toujours là. Je pense qu'il y a des rebelles authentiques qui se sont transformés en djihadistes parce que c'était les groupes les plus à même de défendre. Et puis c'est l'opposition traditionnelle. Vous regardez toute l'histoire de la Syrie, vous regardez les années 80, la plupart des campagnes d'attaque contre le gouvernement syrien à l'époque sont déjà menées par des djihadistes. Je voudrais qu'on revienne à Bachar el-Assad que vous avez rencontré donc. Vous avez vu, vous le disiez plusieurs fois, Bachar el-Assad, 2 fois, et vous l'avez rencontré toujours dans des conditions où il était cloîtré, enfermé dans son palais, mais connecté au monde, dites-vous. Connecté au monde, oui, il était cloîtré. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette guerre, il a plus quasiment fait de voyage. Il en a fait 2 autour de cette guerre. Elles ont les 2 à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Et à chaque fois dans des avions russes. Donc, mais connecté au monde, dites-vous. Connecté au monde, pourquoi ? Parce que son bureau se compose de cette façon. C'est extrêmement sobre. Il y a juste un ordinateur qui est un Mac 21 pouces. Autour duquel, évidemment, il observe le monde. Moi, je lui ai posé des questions sur ce qu'il faisait sur le Mac. Je lui ai même demandé si les services américains et la NSA, toute puissante, étaient capables de regarder ce qu'il y avait dans son disque dur. Il m'a répondu que, bien sûr, les Américains étaient capables de le faire et que lui aussi avait des compétences en informatique. Ce qui est assez intéressant avec le personnage, ça peut expliquer... j'ai eu un entretien de 3 heures avec lui, le deuxième. C'est un personnage extrêmement scientifique, qui a une manière de fonctionner, qui parle de l'État islamique, par exemple, comme d'un virus, au sens informatique du terme. C'est froid en même temps. Oui, c'est froid, c'est assez détaché. La différence par rapport à son père, qui lui venait d'extraction modeste, qui était le premier de sa famille à aller à l'école, et qui avait peut-être plus la sensation de son peuple que Bachar el-Assad. Je parle de la première partie de la guerre, où il a sans doute fait des erreurs. Mais qui est Bachar el-Assad ? C'est quel type d'homme ? Parlez-nous de lui. Écoutez, c'est quelqu'un
en tout cas, qui a la double culture, qui a une culture occidentale, encore une grosse différence avec son père. Il a été élevé en partie en Occident, en tout cas il a été ophtalmologiste à Londres. Il s'est marié avec une Syrienne, mais qui a vécu 25 ans à Londres. Donc il a cette culture, il connaît parfaitement l'Occident, il a les deux cultures. Et un visage qui ne change pas, on a l'impression que c'est toujours le même. Oui, alors ça c'est une chose assez étonnante, que vous le regardiez au début de la guerre ou maintenant, on a l'impression qu'il n'a pas changé. Vous regardez tous les leaders dans ces professions-là, quand on est Barack Obama, George Bush ou Vladimir Poutine, les années comptent triple. Poutine se fait du Botox, George Bush, ses cheveux ont blanchi, Barack Obama aussi. Vous regardez Bachar el-Assad, rien n'a changé dans son visage. C'est assez étonnant. Il a un côté téphal comme ça. Il a aussi, il est très, c'est quelqu'un d'assez accueillant dans le sens, quand vous le voyez, c'est très déroutant parce que vous lui posez des questions. Il a toujours une espèce de digue infranchissable chez lui. Il y a et c'est ce qu'il sauve. Oui. Et c'est ce qu'il sauve. C'est ce qu'il sauve d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on voit dans votre livre, donc Assad, aux éditions La Martinière. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci.